Bonjour YouTube, c'est Daimon, saison 6, épisode 10 de Better Call Saul, série qui, dans sa ultime saison, nous a surpris plusieurs fois par le dénouement prématuré, en tout cas par rapport aux attentes des spectateurs de certaines intrigues et sous-intrigues. Je pense à Lalo, je pense bien sûr à Kim, je pense à la temporalité de Breaking Bad abordée déjà dans l'épisode précédent, l'épisode 9. C'est surtout quand on sait le nombre d'épisodes qui restent à venir qu'on est surpris. Eh bien, surprise à nouveau, pari osé pour la série avec cet épisode 10 qui se déroule full dans l'univers de Gene Takavich. Normalement, voilà, c'est les introductions de saison et avec des passages en noir et blanc. Et bien là, ce sera tout l'épisode. Pourquoi pas? Donc la temporalité de Gene Takavich qui semble être devenu enfin le présent et pari osé de faire l'intégralité de l'épisode. On le voit sur la timeline, tout est en noir et blanc évidemment. C'est que cette série a une caractéristique, c'est le travail sur ses couleurs, sur son étalonnage. Vous savez, je vous fais chier à chaque fois là-dessus. Donc on se demande esthétiquement où est-ce que ça va nous emmener. Et là, voilà, Jimmy qui pose des fausses affiches pour un chien imaginaire qui va être le point de départ d'un nouveau stratagème. On va voir lequel. On voit ici, malgré ce choix, un cadre plutôt intéressant. Au lieu d'avoir un travail sur les couleurs, on a la même chose qui est effectuée, mais sur la luminosité, sur les contrastes aussi, un jeu entre les deux. Et donc voilà, Jimmy avec sa voisine prétendue, on ne sait pas d'ailleurs si c'est directement sa voisine, Marion. Quand on voit ça, on se dit, allez, ça y est, chasser le naturel et revient au galop. Jimmy est reparti pour escroquer des vieux, on va voir si c'est le cas. Bah, vous l'avez déjà vu l'épisode, donc vous savez, mais on va analyser ça ensemble. Seule exception plutôt, pardon, je vais y arriver, à cette règle du noir et blanc qu'ils ont choisi pour cet épisode. D'ailleurs, on se demande s'ils vont le faire pour tout le reste de la saison ou pas, étant donné que si ça suit la temporalité d'un point de vue logique, on a vu qu'il y a déjà eu des flashbacks et des flash-forward à l'intérieur d'une même série, donc tout est possible. Et donc là, des couleurs qui viennent au générique, on a cet écran bleu un petit peu comme un écran de bug, ici sur l'écran titre, on a le logo qui est bien sûr toujours bariolé en jaune et en rouge, et on a des petites anomalies comme des flashs de lumière à l'intérieur du générique. Si vous avez fait attention, si vous n'avez pas utilisé l'option Netflix, passez l'introduction, je vous vois, vous le faites à chaque fois. Moi aussi je le fais à chaque fois, mais pour une fois, eh ben, écoutez, grand bien m'en a pris, ça m'a permis de pouvoir constater ça, un petit peu comme si la lumière était un bug ou un glitch inattendu, plus ou moins dans cet épisode, ce que je trouve plutôt bien vu. Je ne saurais pas trop donner de signification par rapport à ça. Il y a aussi le fait que c'est original, je compte en parler un peu plus tard, mais d'avoir des images ultra bien définies avec une tonalité. On aurait pu utiliser le sépia plutôt que le noir et blanc, mais ici c'est en noir et blanc. Remarquez, c'est légèrement un petit peu jauni, c'est légèrement sépia, donc d'avoir une colorimétrie à l'ancienne avec une très belle définition. Vraiment, on voit aussi les capacités des boîtiers d'aujourd'hui, des boîtiers de caméra, d'appareils photo qui permettent de capter voilà, la luminosité d'une manière très différente des boîtiers d'antan. Donc ça se voit que c'est d'aujourd'hui, et c'est d'autant plus étonnant de prendre une teinte passéiste pour décrire le présent, le futur, peu importe la temporalité de Gene Takavich. On peut admettre que ça se passe en 2022. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand Marion, donc la voisine entre guillemets, je ne sais pas si c'est le cas, de Jimmy alias Gene et anciennement Saul Goodman, faut commencer à suivre, présente à son fils que l'on va reconnaître, évidemment il s'agit de Jeff, le chauffeur de taxi qu'on avait vu dans les flashbacks des saisons 4 et 5, et il dit appelez-moi Gene, donc call me Gene. Alors déjà il y a le petit jeu de mots avec le Better Call Saul, Better Call Gene du coup en l'occurrence. En tout cas, si on veut avoir des pâtisseries, c'est lui qu'il faut appeler, c'est l'homme de la situation, on le verra, mais factuellement il ne ment pas, il dit appelez-moi Gene, il n'a jamais dit que son vrai prénom était Gene. Bon, la seconde d'avant il explique oui, Mr. Takavich was my father, Monsieur Takavich c'était mon père. Bon, ça c'est une punchline assez classique, non je veux pas, ça me rappelle, ça me vieillit un peu, c'est mon père qu'on appelait comme ça, appelle-moi par mon prénom, c'est plus cool, ça fait plus jeune. Bon, on sait bien sûr qui il est, et Jeff lui aussi, le fils de Marion, et que Marion qui est dupe dans l'histoire. Donc Jeff ici de dos, à qui Gene, alias Saul Goodman, mais véritablement Jimmy, Sleepy Jimmy, fait des promesses de vie facile avec de l'argent, des femmes, enfin tout ce qu'il faut, rentre dans le game, qui lui dit, alors Et pourquoi est-ce qu'il fait ça? On se doute que c'est pas désintéressé de sa part, même si justement les motivations de Jimmy en la matière, ce sera plus ou moins le point central de cet épisode, j'ai envie de dire. Mais ce qui restera peut-être le moins clair, le plus sujet à débat.
Par contre, la volonté affichée, c'est bon, voilà, je sais que tu m'as reconnu, tu m'as saoulé, donc je te fais rentrer dans le game et après c'est fini. C'est en tout cas le prétexte qui est invoqué pour le coup à la Ocean Eleven qui va être surtout en fait quand on compare justement ce qu'ils vont voler par rapport aux préparatifs et aux enjeux, c'est assez hallucinant. Donc ce qui me fait dire que tout ça n'est qu'un prétexte de la part de Jimmy. Ah, je me suis aussi un moment dit ouais, peut-être qu'il se cherche un héritier, mais je le sens pas, ce serait quelque chose, un sentiment trop noble et justement trop désintéressé de la part de Jimmy qui a forcément une idée derrière la tête quand il vient monter cette combine jusqu'au point de essayer de rentrer dans les bonnes grâces de sa mère. On se dit que là le plan il le monte d'assez loin quand même et c'est étonnant que Jeff tombe un peu dans le panneau parce qu'ils se disent pas pourquoi, ou alors est-ce que c'est une manière de me menacer, je rentre chez ma mère. Oh, il y a ce mec là, donc quelque part, et puis c'était un mec avec la mafia, on verra plus tard qu'il a habité à Albuquerque, qu'il a fréquenté, il a eu des fréquentations un peu douteuses, justement il était probablement fan de Saul Goodman à l'époque où il vivait à Albuquerque justement. Et il faut que j'arrête de faire trop long parce que j'ai 2 pages de notes, sinon ça va être interminable. Jimmy sort un carton caché, je sais plus s'il était sous l'évier, en tout cas il n'était pas mis en évidence, un carton à souvenir dont il extrait une bague. Alors au tout début je me suis demandé est-ce que c'est la bague de mariage de Kim, ou je sais pas, la bague de fiançailles, enfin il s'était marié un peu à l'arrache, souvenez-vous, et en fait non, il s'agit simplement d'une chevalière qui va remettre à son doigt. Et par cette action, un petit peu montrer que le personnage de Saul Goodman lui manque probablement, ce qui sera peut-être là aussi un fil conducteur de cet épisode. Ici, on a un plan cool, j'ai rien de spécial à commenter, mais je trouve le plan assez sympa, de l'alliance du noir et blanc, le trouble de voir un centre commercial qui est normalement typiquement un endroit bondé, être complètement vide avec simplement 2 employés qui se croisent, peut-être les derniers qui sont dans ce centre commercial. Et voilà, la solitude de ce genre de grands espaces bondés, je trouvais ça amusant à remarquer. Vous vous souveniez que Gene Takavich avait eu un malaise. Alors est-ce que ce malaise était voulu ou pas? Du coup je me pose la question puisqu'il l'utilise comme prétexte pour venir remercier la personne qui a appelé les secours. Et en l'occurrence c'est plus son collègue Frank avec qui... Frank et David, je sais plus exactement comment s'appelle, ou Dave, je sais plus Nick, il me semble que c'est Nick. Bah c'est l'un des 3, dites-moi dans les commentaires. Mais en tout cas celui qu'on voit dans le fond en surpoids, même plus que moi, c'est Frank. Et justement il va utiliser la friandise à la fois pour la pâter, pour l'occuper. On voit qu'il fait du repérage, le père Jimmy, là on le voit, hop, qui jette un petit coup d'œil subrepticement, qui fait du repérage dans la salle de surveillance, justement les agents de sécurité du centre commercial. On commence à savoir où est-ce qu'il veut en venir. Et donc c'est un repérage de longue haleine hein. Ici, bon, il s'agit encore de sa première visite, il a apporté justement en gage de remerciements des pâtisseries de chez Cinnamon, des pains à la cannelle recouverts de, je sais pas, tout un tas de bordel de crème, enfin ça a l'air de dégouler un truc de dingue. Et donc voilà, 3 minutes 12, c'est le temps qu'il faut à Frank pour manger ce donut, sachant que la table est située de l'autre côté des écrans, il tourne le dos aux écrans quand il mange. C'est mal fichu, il pourrait simplement se mettre de l'autre côté de la table. Bon, heureusement c'est pas le cas, à chaque fois c'est justement Jimmy qui se met en face de lui, donc spontanément, mais ça devrait être l'inverse, hein. Il devrait dire attends, je vais manger mais laisse-moi jeter un coup d'œil aux écrans. Bon, ça n'est pas le cas, c'est bien pratique, peut-être voilà, négligence professionnelle de la part de Frank, que l'on ne jugera pas. C'est vrai que c'est facile de se faire embobiner par Jimmy. Ah oui, à ce moment-là, je me suis dit que c'était un petit peu, pour être tatillon, que c'était un peu biaisé finalement ce chronométrage, étant donné que on le verra pendant tout le long de la dégustation en ASMR de ce petit pain, de ce gigantesque pain à la cannelle. Jimmy le relance sur des conversations. Alors, il lui parle de sport. D'ailleurs, vous connaissez forcément des personnes qui donc en fait c'est un smoke talk pour eux, c'est comme parler de la pluie et du beau temps. En fait, quand c'est des personnes qui veulent pas forcément aborder des sujets personnels avec des personnes qui justement ne sont que des collègues, des connaissances, et donc qui vous parlent de foot. Je me souviens qu'à une époque même, je suivais un peu le foot parce qu'il y avait des gens que je connaissais qui ne me parlaient que de ça, vraiment littéralement, et donc histoire de savoir un petit peu de quoi il retournait. Mais c'est pas le cas de Jimmy, hein. Il est à la limite de lui sortir des c'est pas faux, histoire de relancer la conversation, des ah tu m'étonnes, ou répéter ce que Frank vient de dire pour le faire parler. Mais c'est pas dans
dans un premier temps, c'est pas ultra convaincant. Pour une première discussion, ça va. Pour gratter vraiment l'amitié avec lui, ça va peut-être être un petit peu plus compliqué. Et alors, justement, j'étais tatillon en disant, voilà, tu biaises en lui faisant la conversation, mais on verra que ce sera un des ressorts scénaristiques de cet épisode là aussi. Bon, et là où on voit que Jimmy s'y implique durablement, c'est qu'il va se rencarder du coup sur les sports en question, du football en l'espèce, il me semble, puisqu'on parle de passe à tant de yards, hein, si c'était du baseball ou du basket, ce ne serait pas le cas. Et puis là, voilà, bien sûr du football américain sur l'envers de la page, et il va vraiment potasser le sujet, c'est ça qui est assez rigolo. Ici, le découpage de l'image en plusieurs zones évoque à la fois la répétitivité de la routine à laquelle Jimmy s'emploie jour après jour, semaine après semaine. Le temps qui passe d'ailleurs qui est figuré indirectement par cette horloge en haut à gauche. Donc voilà, c'est la répétition et le temps qui s'écoule, et du coup que ça figure assez bien. Bon, c'est un genre d'effet de montage qu'on a déjà vu, mais qui marche très très bien ici, avec en plus une musique en mode easter egg plutôt cool. Du coup, la musique s'appelle Jim on the Move de Lalo Schifrin, je ne sais pas si je le prononce bien, et ça accompagne, en plus de bien accompagner le rythme du montage, hein, qui est assez particulier et qui appelait une musique un petit peu péchue, pour ce style en tout cas, et fait référence en loose day par son titre et par son compositeur, et évidemment à Jimmy McGill, Jim qui est on the move, j'imagine, et même le descriptif de l'action de ce Jim colle bien justement à ce qui se passe, et bien sûr de Lalo Salamanca pour son compositeur. Est-ce que vous aviez l'easter egg? J'essaierai de vous mettre le lien de la musique en question si vous souhaitez l'écouter. Après avoir gratté l'amitié et chronométré le temps de mangeage des beignets, enfin des beignets, des petits pains à la cannelle, il va mesurer en nombre de pas, ceci dit ça se mesure en pieds je crois, les longueurs outre-Manche et outre-Atlantique. Et en fait c'est pour déterminer la superficie de la pièce et la distance qui sépare les différents articles intéressants à Chourave évidemment. Et il va pousser le vice, ce fou, jusqu'à... C'est là que je dis que ça a vraiment une démesure de dingue par rapport au butin. Faire toute une reconstitution dehors dans la neige. Alors c'est bizarre en fait, on a tellement de clichés en tête que quand on voit, en tout cas c'était mon cas, peut-être pas vous, dites-moi dans les commentaires, quand je vois des gens en train de bosser dans des territoires enneigés sur des photos ou des vidéos en noir et blanc, ça marche encore mieux je trouve avec un arrêt sur image, ça nous évoque je sais pas, des goulags tout de suite en URSS, ce genre de choses. En tout cas moi c'est le premier truc qui m'est venu spontanément. Alors sur les plans rapprochés ça fonctionne un petit peu moins, mais sur l'ensemble ça fait allusion comme dirait l'autre. Oh non. Si. De toute évidence, c'est un braquage chronométré en moins de 3 minutes qu'ils sont en train de préparer, et la vacillation de Jeff vacille un petit peu, il doute quand même de l'opération, et c'est à ce moment-là que Jimmy va lui faire une sorte de speech de motivation, et l'easter egg que tout le monde attendait, enfin l'easter egg, la référence que l'on espérait, dont on est avide étant donné qu'il s'agit d'une préquelle de Breaking Bad, la référence à Walter White, alias Heisenberg, ce prof de chimie de 50 ans qui entre dans son bureau malade et qui va se retrouver multimillionnaire avec un tas d'argent de la taille d'une Volkswagen, je crois qu'il dit ça de tête. Les trois compères font livrer une caisse non attendue, non désirée par la gérante du magasin, en tout cas d'une partie du magasin qui en tout cas semble responsable des réceptions de la logistique, et bien sûr, étant donné que ce sont ses complices, le numéro a dit passez-moi votre responsable, c'est bien sûr Jimmy le responsable. Alors Jimmy qui arrive à bien jouer sur deux tableaux, parce que évidemment on sait qu'il saura incarner ce rôle à la perfection, surtout au téléphone c'est assez facile. Par contre est-ce qu'il a déjà parlé à cette femme, puisqu'il bosse quand même dans le même centre commercial, est-ce qu'elle pourrait pas reconnaître sa voix? On n'a pas l'impression qu'il la modifie spécialement au téléphone. C'est surtout qu'il y a une de ses collègues, là il est dans son arrière-boutique de Cinnamon, sa collègue qui vient le voir en disant ouais qu'est-ce qui se passe, et ça passe pour du Cinnamon. Il est non mais t'inquiète pas, c'est un problème de livraison, je suis en train de régler ça. Il se présente en tant que dispatcher. D'ailleurs moi j'ai été dispatcher dans des boîtes de transport, enfin on faisait de la réception d'appels et du dispatch, bref vous en foutez du reste de ma carrière, mais ça va faire rire d'entendre oui c'est machin truc au dispatch, exactement, oui, ça faisait crédible, et du coup il arrive, petite prouesse, à la fois embobiner en fait deux personnes dans le même centre commercial à distance qui croient toutes les deux qui parlent quelque chose de différent. Sa collègue, sa collaboratrice, puisqu'il me semble qu'il est gérant ou en tout cas directeur de ce Cinnamon, et bien sûr la responsable de l'entrepôt et d'une partie du magasin, Cathy, je crois qu'on apprendra son nom plus tard.
Sur ce plan, on voit Frank qui se retourne juste avant, quand même par acquis de conscience, juste avant d'attaquer sa pâtisserie. Donc même si Jimmy donnera un signal de départ, ça nous montre quand même que le plan ne repose sur pas grand chose finalement, parce qu'à tout moment il peut par acquis de conscience vouloir se retourner pour jeter un petit coup d'œil. Bien sûr, Saul alias Jimmy alias Gene, c'est bien assuré qu'il n'était pas du genre à se retourner une fois la pâtisserie attaquée, j'imagine, mais on voit que ça tient à pas grand chose quand même comme plan. Je me demandais si c'était juste du matériel et si ses complices allaient rentrer autrement dans l'entrepôt, mais en fait il s'agissait simplement d'un cheval de Troie, le matériel se limitant à être un sac. Il s'agit de Jeff lui-même qui est à l'intérieur du cheval de Troie, du coup, après que Jimmy ait convaincu la responsable de laisser la caisse pour la nuit. Il poussera le vice jusqu'à dire oui, on vous fera parvenir un bouquet de fleurs pour vous remercier. Ils vont vraiment lui ramener un bouquet de fleurs alors qu'elle leur a dit que c'était pas nécessaire, mais Jimmy va toujours jusqu'au bout quand il monte ce genre de combine. Alors c'est l'occasion de découvrir in extenso, parce qu'on en avait entendu que le début à l'entraînement, la comptine qui est un moyen mémotechnique, la comptine du voleur de Jimmy, composée justement pour aider Jeff à savoir s'orienter, à être plus efficace dans ce qu'il va dérober, à se souvenir qu'est-ce qu'il doit dérober, dans quelle quantité évidemment. Ici, on peut voir évidemment Jeff sur les caméras, faut que j'arrête de dire évidemment, sur les caméras de sécurité, image dans l'image, dont les moniteurs sont probablement eux aussi dans leur réalité en noir et blanc. Vous savez, les moniteurs de sécurité, on s'en fout un petit peu de la couleur, vu que c'est juste pour de la surveillance. Ça n'est pas pour être artistique, c'est là pour être fonctionnel et pas cher, surtout quand on doit avoir toute une chier d'écran comme ils ont ici. Et alors, pendant ce temps-là, Jimmy lui sort sa meilleure tchatch footballistique. Il l'impressionne, mais il lui dit, mais comment tu fais pour avoir une aussi bonne mémoire alors que le mec n'y connaissait rien il y a quelques semaines, histoire bien sûr de gratter un maximum de temps. Malheureusement pour eux, un plan qui se déroule sans accroc, ça aurait pas trop d'intérêt pour le spectateur. Qu'est-ce que vous en pensez? Du coup, Jeff va se péter la gueule. On avait vu un peu plus tôt, voilà, une tache de Tchekhov qu'il fallait nettoyer et j'imagine polir le sol, ce qui fait qu'il glisse à cet endroit-là. J'imagine qu'on ne nous aurait pas montré cette scène sinon. Et Jimmy qui, médusé, peut-être que c'est le frisson qu'il recherche, on verra. Médusé assiste à ça pendant que Frank est en train, lui, de finir le gâteau, le pain à la cannelle qu'il lui a ramené, recouvert de crème et de chantilly. Mais quand même, au bout d'un moment, ça a une fin. C'est surtout que Jeff ne se relève pas. Il a l'air d'être assommé sur le coup et il va mettre un très long moment avant de simplement rebouger. Donc, situation de stress pour Jimmy, situation qu'il aime bien. Manœuvre désespérée, Jimmy va se livrer réellement, sincèrement, sur le vide familial et affectif qu'est sa vie. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mes parents, j'ai pas de femme, j'ai personne, j'ai pas d'amis, je n'ai personne. Et à ce moment-là, il est sincère parce qu'il sait qu'en tant que bon vendeur, en tant que bon menteur, je vous disais dans un précédent épisode, un bon mensonge contient un maximum de vérité pour être efficace. Et bien ici, ce serait plutôt, on est d'autant plus convaincant qu'on est convaincu. Et il faut que Jimmy y croie, et quoi de mieux pour y croire que la vérité sur son véritable mal-être. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ah, conclusion quand même là-dessus, c'est que les rares fois où vous voyez Jimmy McGill dire la vérité à quelqu'un, c'est qu'il a envie de l'entuber puissance 10, le bonhomme. Là, il est en train de complètement le mystifier, le mec. Justement, voilà, parce que quand il est en pleine tchatch, un peu en roue libre, un petit peu extravagant, à la limite, c'est facile de le voir venir. Quand il a l'air vraiment sincèrement touché, c'est plus difficile à discerner et du coup Frank se fait avoir. À plusieurs moments il a failli se retourner et à chaque fois au dernier moment il tape sur le bureau et enfin il attire son attention. Le jeu évidemment est toujours admirable en la matière des deux acteurs d'ailleurs. Bon, et le pauvre Jeff dans tout ça, il a planqué le matos dans la caisse. Je pensais qu'il allait rentrer dans la caisse et attendre toute la nuit dans la caisse. Et non, il a attendu toute la nuit aux toilettes. Bon, il a pris un risque supplémentaire, évidemment, c'est le trajet de la caisse jusqu'aux toilettes pour se planquer. Évidemment, il n'y a pas de caméra de surveillance dans les chiottes, bande de voyeurs et bande de pervers. On sait jamais, hein, mais un jour peut-être que ça sera le cas. Au nom de votre sécurité, on va vous espionner en train de pisser. Tout est possible dans ce monde. Et de retour à ce qui leur sert de planque, Gene va faire flipper un maximum ses deux compères. Alors celui de gauche, on sait qui c'est, le grand gaillard à droite.
n'en ai pas le souvenir, écoutez, vous avez peut-être l'information. Je suis sûr qu'il y aura un gros cerveau qui aura l'information pour moi dans les commentaires. Et donc il va les faire flipper en disant ouais, vol de livraison inter-état pour la fourgonnette qu'ils ont été chouraf pour l'opération. Jusqu'à 10 ans, il fait mais oui, mais c'est toi qui nous as dit de la voler dans un autre état. Et en fait, il les a manipulés pour qu'ils risquent un maximum. Jimmy parle même de destruction mutuelle assurée, le MAD, Mutual Assured Destruction, qui fait référence normalement à la bombe atomique. Et là, c'est une bombe atomique juridique qu'il fait au détour d'un petit cours de droit accéléré. J'imagine que ça aussi, ça lui manquait. Lorsque Jeff lui sort, bah t'es pas obligé de me manipuler, c'est bon, t'as pas obligé de me menacer, on est entre amis ici, personne te menace justement. Et c'est là que, dans un plan en contre-plongée plutôt classe, où pour une fois, Jimmy, qui est normalement un personnage plutôt humoristique dont on se moque, même s'il faut pas le sous-estimer, est filmé pour une rare fois en contre-plongée. Et là, il va vraiment nous évoquer, à la fois dans la manière de le filmer, dans le ton de la voix, dans ce qui est dit, vraiment la célèbre punchline d'Eisenberg dont tout le monde se souvient. I am not in danger, Skylar, I am the danger. Et c'est moi le danger. Et là, il va lui dire I am not your friend et lui faire un petit speech comme ça derrière. Et voilà, je sais pas si pour vous ça a fait la même chose, mais véritablement, ces deux scènes de ces deux séries du même univers qui me semblent faire écho. Juste après, qu'en utilisant cet équilibre de la terreur, oui, bah tu sais que je suis Saul Goodman, mais maintenant j'ai un truc contre toi, je peux te faire tomber. Si moi je tombe, vous aussi vous tombez. Bon, bah le troisième larron, je sais pas s'il avait demandé quelque chose. Il était peut-être là dans le flash forward à faire ouais, moi aussi je te reconnais, vas-y, fais ta phrase. Et donc ils se font surprendre par Marion, la mère de Jeff, qui donc ils vont faire semblant de réparer une voiture et elle va dire ah, vous êtes tout crasseux, plein de les mains toutes noires après avoir bricolé le moteur. Venez donc vous nettoyer à l'intérieur. Ce sera l'occasion d'apprendre que Jeff était à Albuquerque lui aussi, donc comme je le disais tout à l'heure, est probablement fan à l'époque avec de mauvaises fréquentations et du coup fan forcément de l'avocat de toutes ces mauvaises fréquentations, à savoir Saul Goodman, Better Call Saul, Lawyer Up, tout ça. Elle lui demande également des nouvelles de son chien Nippy, qui donne le nom à cet épisode. C'est un nom bizarre pour un chien. Ça t'imagine Imagine que t'étais un canidé, je t'appelais Nippy, ce serait horrible. Hein. Et je parle à Marathon de laveuse de compagnie de temps en temps, c'est comme ça, elle me répond parfois. Et alors son chien imaginaire, au début, ah oui, c'est vrai, Nippy, oh bon, bah c'est bon, c'est une happy ending, on l'a retrouvé. Là, sur le coup, il a un peu failli se cramer le Jimmy, même si je pense qu'il était déjà trop tard, qu'il avait déjà obtenu ce qu'il voulait. Et donc forcément, chien imaginaire pour Jimmy, puisque on le rappelle, il nous l'a dit, et il était sincère, et c'était la seule fois de l'épisode, il n'a aucun ami. Ni famille, ni femme. Mais il a un tas de souvenirs et encore des relations. Jimmy vient lorgner dans cette fin d'épisode sur les chemises et les cravates ultra bariolées qu'il affectionne. Rappelez-vous qu'il affectionnait à l'époque où il se faisait encore appeler Saul Goodman, et même à l'époque de Jimmy, hein, justement, on se souvient que dans le cabinet au début, alors pas chez H&M, l'autre cabinet, je me souviens plus de son nom à chaque fois, et au début il essaie de mettre des costumes normaux, à un moment il est en mode allez, bah les couilles, lâchons-nous, et là on voit que son éternel polo cinnamon commence à le saouler beaucoup, et que son personnage ainsi que son apparence extravagante lui manque beaucoup. Alors c'est amusant parce que justement des costumes aussi bariolés, on arrive à les imaginer bariolés malgré le noir et blanc, mais ils rendent presque les goûts de Jimmy en matière vestimentaire normaux grâce à cette désaturation extrême des couleurs. Mais finalement, Jimmy se résigne, il repose le costume sur lequel le point est fait, ainsi que la cravate sur son présentoir, comme s'il savait que non, ça n'était pas raisonnable, après tout ce qu'il a fait pour faire oublier qu'il était Saul Goodman, de repartir sur ce genre de bail. Et c'est ainsi que s'achève l'épisode. Alors en guise de... Pourquoi organiser ce vol? C'est vraiment la question qu'on se pose tous, j'imagine, étant donné le bulletin dérisoire. Ils sont là, ouais, bon, il y a 3 costumes, on peut les vendre combien? 500 balles, tu penses? Bah, se partager en 3, enfin, c'est n'importe quoi. Par rapport au risque de plusieurs dizaines d'années de ferme à prendre, tout ça pour ça. Et puis, ce plan dingue où les mecs se sont entraînés pendant des semaines. En tout cas, Jeff, pour pouvoir voler un maximum de choses en 3 minutes. Mais bon, la préparation, ça représentait peut-être l'attrait aussi pour Jimmy. C'est là que je veux vous emmener par rapport voilà, au risque de la chose. Est-ce qu'il veut vraiment que Jeff le lâche? Bon, à mon avis, c'est du bonus, mais c'est juste un prétexte qui ici est invoqué, ou par volonté de ressentir
à nouveau le grand frisson, que ce soit dans la préparation du plan ou dans, ou dans son accomplissement lui-même. D'ailleurs, il dit ouais, tu le vois ce sentiment, vas-y, hop, bah c'est la fin. Parce que en fait, à partir de maintenant, limite, ça ne m'intéresse plus. Alors, j'ai trouvé que l'insistance qu'il avait à faire dire à Jeff, il insiste presque une minute là-dessus, hein, qu'ils en avaient fini avec ce coup, que ce coup c'était un truc d'une fois, un one-shot, un one-night steal, j'imagine, on pourrait le dire comme ça. J'essaie de faire des jeux de mots en anglais, ça ne marche pas forcément. Et donc, il insiste pour lui faire dire « We're done », c'est bon, on en a fini avec ça. Ça semble plutôt être, selon moi, un monologue de Jimmy qui est s'adresse à lui-même et essaye de s'auto-persuader que c'était une rechute juste d'une fois, un petit peu comme, vous savez, un alcoolique ou un toxicomane qui a repris sa dose ou qui a même repris une bonne dose alors que ça faisait des années qu'il était abstinent et qui se dit non mais c'est bon, je l'ai juste fait une fois, ça ne signifie rien, on n'est pas reparti comme en 14, soyons sérieux, stick to the routine, etc. Ça me rappelle aussi un petit peu Dexter, le moment où il tue quelqu'un dans Dexter New Blood. Je vous renvoie à ma vidéo, c'était pas juste une review mais une vraie vidéo sur Dexter, donc revoyez-la. J'avais passé du temps, ça n'a pas fait beaucoup de vues, il y a eu des reviews de Better Call Saul qui ont fait plus de vues que ce truc là qui m'avait pris des semaines. Je suis très, très triste et je fais de l'auto-promo de façon un peu lourde. Et bref, ça me rappelle ça parce que c'est pareil, Dexter qui avait pas, alors spoiler sur Dexter New Blood, voilà, j'attends que vous partiez, n'avait pas tué depuis des années et à un moment, par la nécessité, par la force des choses ou par aussi le fait, un manque, il va buter quelqu'un et il va lui-même essayer de se convaincre non mais c'est bon, je ne suis plus comme avant, c'était voilà juste un truc d'une fois et je ne vais pas recommencer. Bref, qu'en pensez-vous? On est à 25 minutes, je pense qu'on va s'arrêter là. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à mes autres chaînes, Daimon Radio Libre pour des radios libres et des revues de presse, la chaîne gaming pour du gaming, et si le cœur vous en dit, vous pouvez mettre une pièce dans mon chapeau numérique sur Tipeee ou sur d'autres plateformes que je vous mettrai en description. Ciao ciao, merci d'avoir suivi cette review et à la prochaine fois. C'était Daimon.